Je vais vous parler d'un défi, du défi fou de l'énergie osmotique, une aventure qui a commencé il y a 80 ans. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Cyril Picard, je suis enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes et je mène ma recherche au laboratoire interdisciplinaire de physique. Je m'intéresse à ce qu'on appelle la nanofluidique, c'est-à-dire les écoulements à des échelles nanométriques. On reviendra sur cette échelle plus tard. Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, Elisabeth Charlex, ma collègue avec qui je travaille sur le sujet, piqué ma curiosité avec cette histoire d'énergie osmotique. Soi-disant que c'était une énergie renouvelable, non intermittente, donc pas comme l'éolien ou le photovoltaïque qui ont des temps où ils fonctionnent et des temps où ils sont arrêtés. Et ça correspondrait, d'un point de vue énergie, à l'équivalent de la consommation mondiale en électricité. Alors cette énergie osmotique, en fait, elle est liée à une différence de concentration. Plus précisément, ça va être une énergie qu'on va pouvoir collecter par le mélange de liquides de concentration différentes. Alors quand on parle de mélange, on peut avoir un peu à l'esprit, je pense, l'image d'une goutte d'encre qu'on laisse tomber dans un verre d'eau et puis on va avoir une figure assez jolie, un peu comme de la fumée. Mais le mélange dont je parle, en fait, se situe bien en deçà de cette échelle visible à l'œil nu. Il s'agit vraiment du mélange à l'échelle moléculaire. Et donc, l'énergie osmotique, pour comprendre l'énergie osmotique, il va falloir faire le pont entre l'échelle macroscopique, l'échelle humaine, voire planétaire, et puis ce mélange à l'échelle moléculaire. Alors on va partir de la grande échelle. Finalement, où peut-on trouver des fluides de concentration différentes? Quels sont les systèmes qui peuvent produire des fluides de concentration différentes? Alors déjà, il y a toutes les industries qui émettent des effluents qui sont rejetés dans la nature, qui se diluent dans la nature. Ça, c'est une première source. Et puis, il y a une source beaucoup plus importante qui est liée au système qu'on pourrait appeler le cycle de l'eau. La plupart des énergies renouvelables, elles sont issues de l'énergie solaire. Le photovoltaïque, c'est de l'énergie solaire, évidemment. L'éolien également. Le pétrole que vous mettez encore pour quelques années dans votre voiture, finalement, c'est des débris de soleil fossilisés. Mais enfin, c'est quand même du soleil au départ. Et donc, le cycle de l'eau, c'est pareil. De manière caricaturale, le soleil va être capable d'arracher de l'eau douce à la mer et de l'élever en altitude. Alors énergétiquement, on va pouvoir valoriser cette eau, soit sous la forme potentielle, c'est l'hydroélectricité qu'on a développée depuis 100 à 150 ans avec les barrages, mais il y a un deuxième endroit où on peut valoriser cette eau, c'est au niveau de l'embouchure des fleuves, puisque à cet endroit-là, on va avoir un mélange d'eau douce et d'eau salée. Et donc, cette idée, en fait, c'est Pattle qui l'a eue, donc un chercheur américain en Californie, qui l'a eue dans les années 50. Monsieur Pattle travaillait sur le dessalement d'eau de mer. Et donc, il était très bien conscient que pour dessaler de l'eau de mer, il fallait apporter de l'énergie. Et il s'est dit, en fait, si on fait le processus inverse, si au lieu de prendre de l'eau de mer et ressortir de l'eau douce, j'amène dans mon usine d'un côté de l'eau douce, de l'eau de mer, et j'orchestre correctement le mélange, je dois pouvoir extraire de l'énergie. Alors, je ne vais pas vous révéler tout de suite le secret de Pattle, l'idée qu'il a eue. À l'époque, en fait, cette idée était un peu chimérique parce qu'on n'avait pas les moyens de faire l'orchestration qu'il avait en tête de manière efficace. Donc, cette idée est restée dans les cartons pendant un certain temps. Et donc, pour comprendre vraiment ce qui se cache dans cette énergie osmotique, je vous propose un petit détour par la maison pour revenir à des choses qu'on connaît tous. Alors, deux situations. On va commencer par la cuisine, les concombres. Les concombres qu'on fait dégorger. Vous savez que quand on dépose du sel sur des légumes coupés, vous allez être capable d'extraire de l'eau qui est contenue initialement dans les cellules du légume. Si vous faites maintenant l'expérience inverse, donc là il s'agit d'une plante qui a soif, on lui met de l'eau. Et progressivement, alors c'est accéléré certes,
la plante va être capable de se redresser, elle va être capable de venir stocker de l'eau dans ses cellules, un peu à la manière des piquets de tente gonflables d'une tente. Okay, alors, qu'est-ce qui se cache derrière ? À l'intérieur d'une cellule de plante, en fait, vous avez, là c'est légèrement suggéré en bleu, la vacuole, à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de cristaux de sel, mais il y a quand même des solutés, des particules qui sont en suspens dans l'eau. Et ce sont ces particules en suspens dans l'eau, ces ions, qui vont être capables d'attirer l'eau. Alors comment fait-on pour avoir des ions piégés à l'intérieur de la cellule et avoir des transferts d'eau sans que les ions, eux, ne puissent s'échapper ? La magie, elle s'opère via ce qu'on appelle ces aquaporines. Ce sont des tout petits trous à la surface de la cellule, des trous suffisamment petits, suffisamment bien dessinés par la nature pour que seules les molécules d'eau puissent passer. Les échelles en jeu, je vous ai parlé de nanofluidique au début de la conférence, les échelles en jeu sont autour du nanomètre. Du coup, dans l'histoire, l'aquaporine ici joue un rôle clé. On est capable d'effectuer un transfert de liquide, d'eau précisément, sans déplacer les ions qui sont contenus à l'intérieur de la cellule. Et aujourd'hui, après des dizaines d'années de perfectionnement, on dispose de membranes qui sont capables de laisser passer uniquement les molécules d'eau. On appelle ça des membranes semi-perméables. En fait, ce sont des membranes qui sont analogues à celles qu'on utilise en dialyse, qui sont bien connues dans le milieu médical. Donc si on utilise une telle membrane, qu'on place par exemple ici au centre d'un tube en U, on va mettre de l'eau salée d'un côté, de l'eau douce de l'autre, et par le processus que j'ai essayé de vous illustrer précédemment, l'eau douce va être pompée du côté de la zone salée. Finalement, la nature n'aime pas les différences, comme elle n'a pas la possibilité de faire une homogénéisation par le transport des ions, puisque les ions ne peuvent pas passer par la membrane, c'est l'eau qui est pompée vers la zone salée pour tenter de la diluer. Si on met de l'eau douce d'un côté, de l'eau de mer de l'autre, on aboutit du côté chaud du côté concentré à une augmentation de pression de 30 bars, c'est 30 fois la pression atmosphérique. En d'autres termes, à l'embouchure des fleuves, c'est comme si énergétiquement on avait une chute d'eau de 300 mètres partout sur toute la surface de la Terre qui n'est pas valorisée d'un point de vue énergétique jusqu'à maintenant. Ce n'est pas exactement l'idée de Patel que j'ai mentionnée tout à l'heure. Cette idée, elle a été proposée au départ par Norman dans les années 70 et il s'est dit finalement cette surpression, on va pouvoir mettre une turbine et récupérer cette énergie. Et donc ça s'est fait dans les années 2010. Il y a eu un premier pilote en Norvège qui était capable de produire 4 kW de puissance. Alors 4 kW, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 5 grille-pains. Voilà, c'est 5 grille-pains. Et vous voyez la pièce qu'il a fallu pour alimenter 5 grille-pains. Donc là, vous voyez la turbine. Et au fond, vous avez des tubes. Au sein de ces tubes sont enroulés 2000 m² de membrane. 2000 m², 4 kW, 5 grille-pains. Vous comprenez évidemment que les industriels ne se sont pas précipités pour reproduire la chose. Clairement, économiquement, ce n'était pas viable. Alors on s'est dit, bon, certes, ok, c'est sympa. Finalement, il y a un gros problème avec ces membranes parce qu'il y a quelque chose d'antagoniste. D'un côté, il faut que les trous soient petits pour pas que les ions passent. Mais de l'autre côté, pour que ce soit efficace, il faut que l'eau, elle, puisse passer efficacement. Problème additionnel, il faut résister à la pression. Donc il faut une membrane sélective, mais qui tienne à la pression. Ça, c'est compliqué. Alors on s'est dit, on peut faire plus astucieux. Et on peut rejoindre l'idée originale de Patel. C'est de ne pas opérer directement sur l'eau, mais plutôt de tirer profit de la charge des ions. Vous avez compris qu'il faut une sélectivité, qu'il faut laisser passer certaines espèces, pas d'autres. Si on fait des trous tout petits, on ne laisse passer aucun ion. Mais ce qu'on peut faire, c'est des trous beaucoup plus gros, donc on aura un flux plus important, et utiliser des membranes qui sont chargées électriquement. Donc l'idée est la suivante, c'est d'utiliser des membranes à gros trous qui sont alternativement chargées positivement en bleu et négativement en jaune. Et entre chaque membrane, on va venir alterner de l'eau salée, de l'eau douce, de l'eau salée, de l'eau douce et ainsi de suite. Le mélange va s'opérer. Qu'est-ce qui va se passer ? Les ions positifs vont passer à travers les membranes chargées négativement, tandis que les ions négatifs, eux, vont passer à travers les membranes chargées positivement.
Bon, au bout du compte, si je ne vous ai pas perdu, on va avoir un flux d'ions négatifs dans un sens, un flux d'ions positifs dans l'autre, et la somme de ces deux courants opposés, de charges opposées, donne naissance à un courant électrique qu'on peut récupérer par des électrodes qui sont placées de part et d'autre de cette pile de membrane. Il y a une entreprise en France, une start-up qui vient de commencer, qui s'appelle Switch Energy, qui travaille avec la Compagnie nationale du Rhône. Et là, l'objectif en 2030, c'est de produire l'équivalent de la puissance consommée par la ville de Marseille, 700 MW. Donc c'est beaucoup plus important, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire. Okay, donc on vient prélever une partie de l'écoulement du Rhône pour cette opération. Alors les membranes, c'est bien, mais il y a quand même un problème intrinsèque à cette approche par membrane. C'est que finalement, aujourd'hui, les membranes sont devenues suffisamment performantes pour que, quelle que soit la stratégie choisie, celle-ci ou la précédente, on arrive à avoir du transport efficace. Mais le problème suivant, c'est qu'une fois que les espèces sont passées, c'est pas simple de les chasser de la surface de la membrane. C'est un peu comme si vous aviez une autoroute et puis vous bloquez au péage. C'est pour cette raison que nous, à Grenoble, on essaye de développer d'autres stratégies, des stratégies sans membrane. Alors la première stratégie, elle vise à pouvoir opérer efficacement ce lavage. Et pour ça, on s'inspire de l'écoulement sanguin. La seconde idée que je souhaite mettre en œuvre, elle repose sur l'utilisation de particules nanoporeuses. Cette idée-là, elle est plutôt inspirée de la plante. Donc ce qu'on va faire, c'est alternativement venir stocker de l'eau à l'intérieur de ces particules, sélectivement parce que les trous sont suffisamment petits. Et puis, on va alterner la concentration à l'extérieur de la particule, ce qui va nous permettre, lorsque le fluide va ressortir, de récupérer une énergie plus importante que celle qu'il a fallu mettre pour faire rentrer l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'énergie pour faire rentrer l'eau? Parce que ces particules, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles sont hydrophobes. Donc spontanément, elles n'aiment pas l'eau. Et elles ont la capacité à rejeter l'eau à l'extérieur d'elles-mêmes si on relâche la pression. Là, on a des mouvements de va-et-vient, on n'a pas accumulation comme dans le procédé avec membrane. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai convaincu que cette énergie osmotique, c'était pas du vent et qu'il y avait un bel avenir. Merci. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'au cours de ces 10-20 dernières années, les progrès réalisés dans le domaine des dispositifs électroniques tels que les smartphones, les écrans de télé, ont été très impressionnants. Mais comment l'industrie parvient-elle à fabriquer des appareils de plus en plus petits, de plus en plus rapides et de plus en plus économes en énergie? Je suis Lydia Sosa Vargas, chercheuse en matériaux aussi. Et ce soir, je vais vous partager avec vous quelques exemples de comment, avec les dessins moléculaires, nous aidons à relever ce défi. En théorie, ces dispositifs sont construits en incorporant des différentes couches de matériaux qui ont été soigneusement sélectionnées. Dans le cas, par exemple, d'une diode électroluminescente, chaque couche a un rôle à jouer pour assurer un bon transfert des charges qui vont permettre la production de lumière. Au sein de ces couches, à l'échelle moléculaire et atomique, nous avons aussi une série de niveaux énergétiques fixes où l'énergie circule. Avec les dessins moléculaires, ces niveaux peuvent être modifiés et alignés afin d'assurer un transfert d'énergie efficace entre les substrats, les molécules et aussi les couches d'un dispositif. Cependant, ce n'est pas aussi simple que cela. En réalité, dans chaque type de dispositif, de nombreux autres paramètres affectent ces flux d'énergie, de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique, et certains paramètres peuvent être beaucoup plus difficiles à contrôler que des autres. Ce soir, je vais vous montrer quelques exemples de la manière dont nous, en tant que chimistes, avons utilisé les dessins moléculaires pour améliorer les propriétés électroniques de matériaux organiques, c'est-à-dire à base de carbone. Nous commençons à l'échelle moléculaire, où nous avons cherché
comment contrôler l'émission des lumières d'une seule molécule. Dans ce projet, nous avons plusieurs défis. Dont le premier, c'était de pouvoir réussir à préparer une série de fils moléculaires avec des différentes unités émettrices, liées par une chaîne de molécules conjuguées. La structure de chaque molécule émettrice a été conçue de telle manière que chacun de ces niveaux énergétiques sont différents. Cela signifie que chaque molécule aura besoin d'une quantité d'énergie différente pour être excitée. Cela signifie qu'une fois que ces fils moléculaires sont obtenus, en fait, nous les avons refroidis à très basse température, environ moins 200 degrés, sur une surface énorme. Pour mesurer leur émission, nous avons utilisé un microscope à effet de champ tunnel de très haute résolution, avec une capacité de manipulation très précise. Et avec la pointe de ces microscopes, les physiciens de l'équipe ont réussi à prendre et soulever progressivement cette fil moléculaire. En même temps, avec ces points, nous pouvons passer une courante d'électricité, d'énergie, pour essayer d'exciter ces molécules. Nous avons pu constater que si la molécule était trop prête à la surface, la courante qui passait, avait une préférence d'aller vers la surface conductrice au lieu d'exciter la molécule. Mais lorsque la séparation entre la surface et la molécule dépasse 1,6 nanomètres, un faisceau caractéristique de lumière a pu être détecté. Ces émissions observées ont été comparées avec des prédictions obtenues par les calculs théoriques et nous étions très contentes de voir qu'ils correspondaient bien. En fait, la théorie nous dit que plus nos systèmes sont conjugués, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de liaisons doubles, simples, alternées, plus l'énergie requise pour exciter cette molécule devient bas. Et en conséquence, la lumière émise va se décaler plus vers les côtés rouges du spectre électromagnétique. Cela nous permet de jouer avec la structure de la molécule pour pouvoir contrôler de façon assez précise le couleur d'émission. Passons maintenant à des systèmes à l'échelle nanométrique, où nous jouerons avec les interactions de chaque molécule et nous verrons comment les exploiter pour améliorer leurs propriétés. Dans ces cas, on va parler des interactions non covalentes, appelées aussi faibles. Ces liaisons se produisent dans le partage sans le partage d'électrons et ils sont basés plutôt sur des interactions électromagnétiques entre les molécules. Quelques exemples de ce type de liaisons sont les liaisons hydrogène, les forces van der Waals ou les effets de Pi. Ici, nous avons créé un système hybride qui combine des nanoparticules d'or en forme de bâtonnets avec des matériaux cristaux liquides. Notre hypothèse était basée sur comment exploiter les propriétés des cristaux liquides et aussi des bâtonnets d'or afin d'obtenir un matériau composite avec des propriétés améliorées. Ces cristaux liquides ont la capacité de se auto-organiser pour former des arrangements colonnaires en 3 dimensions. D'autre part, les nanoparticules ont été choisies pour leur capacité d'être bons conducteurs et aussi à présenter un certain degré d'auto-assemblage. Si maintenant nous mélangeons ces deux matériaux dans l'espoir de pouvoir obtenir un système conducteur et aussi auto-assemblé, auto-organisé, nous échouerons. Pourquoi? Parce que dans ces cas spécifiques, il n'y a pas assez des interactions intermoléculaires qui peuvent forcer à ces deux composants à former un mélange stable. Pour surmonter ce problème, nous avons donc décidé de modifier ces nanoparticules en greffant à leur surface des molécules cristaux liquides. Et après, avec ce matériau hybride, nous avons pu observer en fait la formation des nanotubes de plusieurs centaines de nanomètres de long, ce qui n'a pas été vu avec les nanoparticules toutes seules. Nous avons également utilisé ces hybrides pour voir si elles étaient capables d'induire un alignement sur un système pur cristaux liquides. Et on était surpris de constater qu'avec seulement 1% de ces matériaux hybrides, dispersés dans un réseau de cristaux liquides, nous avons pu aligner une couche fine avec l'efficacité jusqu'à 80%.
Dans un troisième exemple, je vais vous montrer une autre façon de manipuler ces flux d'énergie et de charge, mais cette fois entre un substrat conducteur et pas seulement une seule molécule, sinon toute une couche moléculaire. Je vous montrerai également comment nous avons utilisé des interactions non covalentes, dites faibles, pour créer des assemblages robustes et ordonnés sur des substrats flexibles tels que le graphène. Ici, nous avons créé des différentes briques moléculaires qui sont capables de s'assembler de différentes façons. La première molécule, par exemple en bas, ici, se greffe plus facilement avec celle d'en haut, d'une façon orthogonale ou perpendiculaire, à travers des interactions entre les cations métalliques, que vous allez voir en rose, et les atomes d'azote qui se trouvent dans l'autre molécule en haut. Dans l'autre cas, on peut voir que ce type d'accroche est favorisé plutôt par les interactions pi entre les deux molécules. Comme vous pouvez voir, en fait, cette légère modification de la molécule en bas, ils sont quasiment pareils, c'est des cousins, on va dire, moléculaires. Cette légère modification affecte considérablement l'orientation de la molécule supérieure. Et nous, on espère en fait que ces différentes géométries aient également un effet sur les transferts d'énergie quand on les dépose sur une surface conductrice. Et également, lorsque ces différentes dyades, on les appelle dyades, seront déposées sur un substrat de graphène, ce comportement sera amplifié. Ces molécules ont été déposées sur une surface et les assemblages qu'on a obtenus ont été étudiés par microscopie d'effet tunnel à l'air, donc pas besoin d'avoir de sous-vide. Et on peut voir comment il y a une différence bien marquée entre les différents types d'assemblages. Cette technique de microscopie nous permet de récupérer quelques informations qualitatives, comme la structure du réseau et sa stabilité. Mais afin de confirmer bien l'identité et qu'en effet on a ces deux types d'orientation, nous avons besoin d'utiliser un plus grand éventail de techniques spectroscopiques. Ce travail, c'est encore en cours, mais on a vraiment hâte de pouvoir interpréter ces résultats. Au cours de cet exposé, j'ai eu la chance de vous montrer quelques exemples de la manière dont nous, en tant que chimistes, nous pouvons moduler les différents paramètres qui régissent le fonctionnement des dispositifs électroniques. Comme vous avez pu voir, les matériaux organiques permettent une grande flexibilité dans leur design moléculaire, ce qui se traduit par un meilleur contrôle sur leurs propriétés électroniques et aussi optiques. Cependant, il existe encore une large marge d'amélioration, et en particulier dans les domaines de design moléculaire. Il ne faut pas chercher loin pour se rendre compte qu'en fait, c'est la nature qui a déjà développé une vaste gamme de matériaux aux propriétés et fonctions uniques qui peuvent constituer une riche source d'inspiration pour nous les chercheurs. Il existe aujourd'hui de nombreux exemples de matériaux basés sur des structures naturelles, telles que les couches organiques qui servent comme des matériaux actifs dans les cellules solaires, les membranes, et aussi certains matériaux composites qui incorporent différents composants synthétiques avec des structures naturelles. Cependant, pour pouvoir développer de meilleurs matériaux bio-inspirés ou biomimétiques, nous devons d'abord étudier les mécanismes qui sont derrière les processus biologiques, tels que le auto-assemblage et aussi la reconnaissance moléculaire. Et tout cela, c'est couvert par le design moléculaire. Les futurs dispositifs visent non seulement à exploiter davantage les forces des différents types de matériaux, mais aussi à développer des méthodes durables et à faible émission de carbone pour leur synthèse, leur traitement et leur fabrication. Cette tâche nécessite une approche multidisciplinaire, intégrant la science des matériaux, la physique, la chimie et l'ingénierie, ainsi que le développement de nouveaux outils expérimentaux et théoriques pour étudier et contrôler les processus de transfert d'énergie et de charge dans les dispositifs électroniques. Les chercheurs du monde entier font des progrès considérables à chaque jour. Alors, imaginez-vous, dans 5-10 ans, où en serons-nous? Merci.
Merci, bonsoir. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'hydrogène ce soir, et en particulier de nouvelles façons de faire de l'hydrogène. Comme vous le savez, l'hydrogène aujourd'hui est considéré comme la clé, enfin une des clés pour la décarbonisation de nombreuses parties de l'industrie. C'est considéré comme l'énergie du futur. Il y a beaucoup de gouvernements qui aujourd'hui ont décidé de mettre en place des feuilles de route pour l'hydrogène, en particulier donc le gouvernement français avec le plan hydrogène, où beaucoup d'argent, beaucoup de temps va être investi pour essayer de produire suffisamment d'hydrogène pour aider la transition énergétique. Vous voyez donc qu'en gros, en 2021, on a consommé et produit environ 94 millions de tonnes d'hydrogène à travers le monde. Et les différentes estimations, en particulier de l'Agence internationale de l'énergie, nous dit qu'on sera autour de 500 millions de tonnes en 2050 qui seront produites et consommées, c'est-à-dire une multiplication par 5 des capacités de production actuelles. Le problème étant que, aujourd'hui, 96% de l'hydrogène produit est produit par ce qu'on appelle du vaporeformage d'hydrocarbures ou même de charbon. C'est-à-dire qu'on va utiliser des hautes températures, de l'eau et des hydrocarbures pour fabriquer l'hydrogène. Le produit secondaire de cette production, c'est du CO2. Et vous avez en fait, quand vous faites du vaporeformage d'hydrocarbures, vous avez 10 tonnes de CO2 qui sont produites pour chaque tonne d'hydrogène que vous allez produire. Donc une technique qui est en fait finalement extrêmement polluante, puisque au final, si on compte tout le CO2 qui a été produit pour faire de l'hydrogène actuellement, on est à peu près à 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc pour ce qui est de la transition énergétique, on peut faire mieux. Alors une des manières de mieux faire, c'est l'électrolyse. C'est quelque chose qui est maintenant une technologie qui est bien établie, qui est en train de prendre énormément d'importance. Pour l'instant, elle compte à peu près pour 4, voire un peu moins % de l'hydrogène produit. Une technique extrêmement prometteuse, mais qui est aussi extrêmement consommatrice d'énergie, puisque l'électrolyse, en fait, ça fonctionne par un apport d'énergie qui va casser la molécule d'eau en deux. Donc H2O va devenir H2 et puis de l'oxygène. Donc pour ça, il faut apporter énormément d'énergie, et ce qui est un des problèmes de l'électrolyse. Alors nous, de notre côté, ce qu'on a voulu faire à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, c'est plutôt regarder sous nos pieds. Pourquoi regarder sous nos pieds? Parce qu'on a plusieurs exemples qui datent depuis, ça fait plusieurs, disons presque un millier d'années qu'on sait que le sol produit des gaz, produit des choses qui peuvent s'enflammer. Vous avez ici donc cette image là-bas qui est en Turquie, ça s'appelle le mont Chimère, un mont connu depuis l'Antiquité. Ce sont des flammes éternelles. Vous avez en fait des émanations de gaz, du méthane et en particulier de l'hydrogène qui sortent comme ça du sous-sol vers l'atmosphère. Vous pouvez apporter un briquet, vous pouvez allumer ça et ça va brûler continuellement parce que la production en fait et cette émanation de gaz est absolument continue. Alors bien sûr, s'il y a un orage, ça va s'éteindre, mais l'idée c'est que vous avez cette production de gaz et ça peut même avoir des échelles encore plus grandes. Ici, c'est au Brésil, c'est ce qu'on appelle des rondes sorcières. Alors vous en avez à peu près tout autour du monde, vous en avez beaucoup au niveau de la Sibérie, vous en avez en Australie et donc cette image ici au Brésil, où en fait ce que vous avez, c'est que vous avez des émanations d'hydrogène qui sortent du sous-sol vers l'atmosphère et il y en a suffisamment pour perturber le comportement de la biosphère et même en gros tuer la végétation. C'est pour ça que vous avez dans ce cercle une absence de végétation. C'est dû à ces émanations très importantes d'hydrogène à partir du sous-sol. Et enfin, le dernier exemple, c'est au niveau des fonds marins, au niveau des fumeurs noirs ou des fumeurs blancs. Ce sont deux types différents, mais qui finalement sont le même processus. Vous avez de l'eau très chaude qui, après son passage dans la croûte océanique, va remonter, va ressortir au niveau du fond des océans. Donc de l'eau très chaude, je dis, c'est à peu près 300, presque 400 degrés, et qui contient énormément d'hydrogène. Alors si on le fait le compte à peu près de toutes ces émanations d'hydrogène, que ce soit donc le mont Chimère, les rondes sorcières, d'autres systèmes, on arrive à peu près à 20 millions de tonnes qui s'échapperaient du sous-sol vers l'atmosphère tous les ans. Alors c'est pas mal, mais c'est encore un petit peu pas suffisant, on va voir pourquoi. Alors comment est-ce que tout ceci se produit? Un des processus fondamentaux qui permet la production de l'hydrogène au niveau naturel, c'est l'oxydation du fer. Vous avez des minéraux comme représentés ici, donc c'est de l'olivine, une péridotite, donc c'est une roche en fait du manteau terrestre, qui contient en pourcentage à peu près 10% d'ions fer. Et ces ions fer, lorsqu'ils sont en contact avec de l'eau, vont pouvoir s'oxyder. Vous voyez que l'oxygène de l'eau se transporte vers le fer, et ce qui reste, c'est l'hydrogène. Donc vous avez cette production actuelle naturelle d'hydrogène. Et si on prend en fait en compte tous les péridotites, tout ce fer qu'il y a dans les premiers kilomètres, disons, de la croûte terrestre, donc des choses qu'on peut accéder, auxquelles on peut accéder par forage, on a à peu près 100 000 ans d'hydrogène
rapporté à la consommation actuelle qui nous attendrait en fait et qu'on pourrait essayer d'exploiter de cette manière. Alors, bien sûr, donc, il y a plusieurs acteurs qui se sont déjà positionnés là-dessus. Vous voyez ici une image, c'est aux États-Unis, dans le Kansas. C'est un puits en fait qui a été foré pour aller accéder à cette source d'hydrogène et ainsi espérer produire cet hydrogène naturel. Donc, c'est une énergie renouvelable et extrêmement peu onéreuse, puisqu'en fait, c'est la Terre qui fait tout le boulot. Nous, on a juste à faire un puits et espérer que ça sorte. Alors, vous avez d'autres pays et d'autres compagnies qui travaillent dessus. Donc, en Australie, au niveau de l'ouest de l'Australie, il y a beaucoup de startups qui se sont placées. En France, on a une startup qui s'appelle 45-8 Énergie, qui s'est aussi positionnée sur ce créneau, l'hydrogène naturel. Et puis, au Mali, alors le Mali, en fait, c'est l'exemple historique de cet hydrogène naturel. Il y a une dizaine d'années, à côté d'un village, il y a eu un forage pour avoir de l'eau. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout de l'eau qui est sortie, c'est de l'hydrogène. Et donc, quand un des ouvriers a eu le malheur d'allumer sa cigarette près du puits, eh bien, le tout s'est enflammé. Alors, heureusement, il n'a pas été trop blessé, mais l'intégralité du puits, en fait, a fini par exploser. Donc, le puits a été rebouché, on l'a un peu oublié. Puis, des chercheurs sont revenus dessus en se demandant, en fait, c'est quand même un peu étrange que ce puits ait explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas d'hydrocarbures du tout dans cette zone. Et donc, les analyses de gaz ont vu qu'il y avait un flux de gaz continu qui sortait de ce puits à 98% pur en hydrogène. Donc, quelque chose qui est réellement intéressant et qui est exploitable. Aujourd'hui, au Mali, ce puits est branché sur une pile à combustible qui permet d'alimenter le village à côté en électricité. Alors, les péridotites, donc, comme je l'ai dit, ont cette chance de pouvoir nous produire de l'hydrogène, mais ce n'est pas leur seul intérêt. Elles ont aussi une capacité à stocker le CO2. Alors là, ce n'est plus le fer qui est en jeu, c'est le calcium et le magnésium qui est aussi présent dans les minéraux et qui va réagir avec du CO2 lorsqu'ils sont en contact avec du CO2 soit atmosphérique, soit du CO2 dans l'eau, pour aller précipiter, fermer des minéraux, ce qu'on appelle des carbonates, donc du CO2 solide en quelque sorte. Vous avez ici une image donc dans le sultanat d'Oman, donc c'est au sud-est de la péninsule arabique. Vous voyez, on a des tranches de péridotites. Et entre ces tranches, vous avez des tranches de ce qu'on appelle de la lisvanite, qui est une autre formation rocheuse, qui est en fait de la péridotite carbonatée. Donc c'est cette péridotite qui a subi l'attaque du CO2 atmosphérique et qui a fini par se transformer en carbonate. C'est en fait le flux de CO2 au niveau de la Terre est en grande partie contrôlé, le cycle du CO2 est en grande partie contrôlé par ce genre de réaction, donc avec les roches silicatées. Et on considère en fait que 99,9% de tout le carbone sur Terre est sous forme de carbonate associé à ce genre de réaction. Malheureusement, donc, comme on le sait, ce genre de rétroaction sur le CO2 marche bien tant qu'on ne se met pas à brûler des kilotonnes de pétrole. Et donc, du coup, pour l'instant, ce processus en fait, n'a plus assez d'importance pour vraiment contrebalancer les augmentations atmosphériques de CO2 dues aux émissions anthropiques. Et donc, finalement, comme je vous l'ai dit, on en arrive à peu près à cette idée-là si on combine les deux. Alors comme je vous l'ai dit, on a finalement l'hydrogène naturel en tant que tel, quand on va aller faire un puits et espérer que l'hydrogène sorte naturellement, on est un peu limité au niveau des flux, on va avoir du mal à atteindre les 500 millions de tonnes qui sont prévues pour 2050, et puis on n'a pas accès à cette réactivité du CO2. Donc voilà, nous, ce sur quoi on est en train de travailler donc, à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, c'est ce genre de processus qu'on a appelé l'hydrogène orange. Alors pourquoi orange? Alors vous avez plusieurs couleurs dans l'hydrogène, on aime bien appeler l'hydrogène avec différentes couleurs. L'électrolyse, ça va être l'hydrogène vert. Le vaporeformage dont je vous ai parlé qui émet du CO2, ça va être l'hydrogène noir, l'hydrogène gris parce que c'est méchant. Et puis vous avez l'hydrogène naturel, c'est l'hydrogène blanc. Alors, il fallait bien trouver une couleur, donc on a choisi l'hydrogène orange. La raison officielle, c'est parce que la rouille, donc l'oxydation du fer, c'est plus ou moins orange. L'explication officieuse, c'est parce qu'il n'y en avait plus d'autres, il fallait bien en choisir une. Donc finalement, cet hydrogène orange, comment ça fonctionne? On a deux puits, un puits d'injection et puis un puits de récupération. Dans le puits d'injection, vous allez injecter de l'eau et du CO2. Vous allez avoir donc l'eau et le CO2 qui vont percoler à travers cette formation de péridotite dont je vous parlais. Ça va réagir avec le fer, réagir avec les silicates. Vous allez précipiter du CO2 et en même temps, vous allez produire de l'hydrogène. À la sortie, donc, on a un autre puits, on va pomper le fluide, on va pomper l'eau qu'on a injectée. L'eau se sera débarrassée du CO2, on l'aura minéralisé, donc on va éviter qu'il participe au réchauffement climatique et aux augmentations de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, au contraire, à la place du CO2, on va avoir de l'hydrogène qu'on va pouvoir exploiter et utiliser pour la transition énergétique. Donc les quantités en jeu sont vraiment considérables, ce n'est pas du tout anecdotique. Comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 100 000 ans de consommation actuelle d'hydrogène qui nous attend et qui serait potentiellement exploitable par cette technique au niveau
du CO2, on a plusieurs millions d'années d'émissions anthropiques qu'on peut stocker dans ce genre de formation. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et puis on espère que voilà, dans les années qui viennent, on arrivera un jour à forer un puits dans des péridotites et peut-être en produire de l'hydrogène. Je vous remercie.